Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents avec nous et présente ce midi. Je vous souhaite la bienvenue pour cette discussion Considérer l'archive qui est présentée en relation avec l'exposition À toutes ces femmes qu'on ne nommait pas de l'artiste Michael Sergil. Je m'appelle Leila Afriat, je suis conseillère relations avec les communautés à l'action éducative, culturelle et citoyenne du musée McCord Stewart. Et avant de vous présenter nos invités, j'aimerais reconnaître que le musée McCord Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, lequel n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. La discussion d'aujourd'hui vous propose d'explorer et d'expliciter les angles morts des institutions de savoir comme la nôtre en ce qui a trait à l'archivage en lien aux communautés afrodescendantes et particulièrement à la place des femmes, et d'explorer également les stratégies qui ont été mises en place par Michael pour reconstituer les fragments du passé, principalement à travers l'exposition qui est présentée au musée, mais également dans ses travaux antérieurs. Donc, Michael Sergil est une artiste et une commissaire indépendante qui travaille principalement à partir d'archives de la période postcoloniale, de 1950 à aujourd'hui. Son travail artistique a pour vocation de comprendre et de réécrire l'histoire des communautés noires et plus précisément celle des femmes afrodescendantes par l'intermédiaire du tissage. Traditionnellement associé à l'artisanat et au féminin, le médium du tissage lui permet d'interroger les rapports de domination liés au genre et à l'appartenance ethnique. Elle a récemment exposé au Musée national des beaux-arts de Québec, au Musée d'art de Joliette, ainsi qu'à la Biennale à la Off Biennale de Dakar. Son nom a également figuré sur la longue liste du prestigieux prix Sotheby's pour les arts en 2022. En 2023, elle remporte le prix de l'artiste des arts visuels de l'année au Gala Dynastie et commence une résidence à la Fonderie d'Arling. Elle sera en discussion aujourd'hui avec Kessie Telliard-Charles, qui est une artiste chercheuse affiliée au Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne et cofondatrice du collectif de recherche Black Art History Montreal. Sa pratique prend forme à travers la recherche-création, fusionnant histoire orale et recherche archivistique pour conserver et rendre accessibles les différents récits de la diaspora haïtienne. Ses recherches actuelles se consacrent à la documentation des artistes visuels haïtiens qui ont quitté Haïti durant la dictature des Duvalier et qui se sont établis à Montréal, à New York et à Paris. Plus largement, elle se concentre sur la récupération, la préservation et la diffusion de l'héritage des artistes visuels afrodescendants qui ont été et continuent d'être actifs à Tiohtià:ke Mundang, Montréal. Merci beaucoup aussi de te joindre à nous à distance en décalage horaire. C'est grandement apprécié. Donc, je vous laisse avec nos deux invités d'aujourd'hui. C'est une discussion qui va durer 45 minutes et qui sera suivie d'une période de questions en français et en anglais. Merci à tous et à toutes. Merci Lila pour l'introduction. Merci au McCord aussi pour l'invitation et merci à Michael pour ce moment qu'on va passer ensemble. J'aimerais commencer avec un extrait d'une traduction libre de Bell Hooks, d'un texte qui s'intitule Choosing the Margin as a Space of Radical Openness. Donc, ceci est une intervention, un message venant de cet espace en marge qui est un lieu de créativité et de pouvoir. Cet espace inclusif où nous nous retrouvons, où nous nous avançons ensemble dans la solidarité pour effacer la catégorie colonisé-colonisateur, la marginalité comme lieu de résistance. Entrez dans cet espace. Retrouvons-nous là-bas. Entrez dans cet espace. Nous vous accueillons en tant que libérateurs. Je vais commencer avec ce texte parce que ça me fait beaucoup penser, euh, j'ai le terme en anglais là, mais aux memory workers, donc aux travailleurs culturels à Montréal qui, pour la plupart, en fait, qui travaillent à documenter la marge depuis la marge. Donc, qui se consacrent à retrouver, à collecter, à conserver, puis ultimement à diffuser et à rendre visible le récit des récits de la marge. Donc, les récits dont on n'entend pas parler sur les bancs d'école, les récits qu'on ne retrouve pas sur Internet ou à la bibliothèque. Et aujourd'hui, en fait, dans le contexte du travail de Michael, on va précisément parler des communautés afrodescendantes de Montréal et de leurs archives et de l'implication qui est nécessaire pour leur conversation. Et j'aimerais prendre le temps, en fait, de faire la distinction entre être dans la marge et être marginalisé. Parce que d'un côté, on a le fait d'être dans la marge, donc on a une certaine autodétermination, il y a une certaine autonomie aussi, dans le fond, un peu à la manière de Bell Hooks, donc de prendre cet espace-là et
de créer cette marge pour qu'elle réponde à nos besoins, selon nos besoins et que, voilà, que ce soit un espace de résistance. Et de l'autre côté, versus d'être marginalisé, déjà là, il y a une connotation de conséquence. Donc, de subir la conséquence d'une espèce de force externe qui nous pousse vers la marge. Donc, je pense que c'est important de rappeler que nous ne sommes pas marginalisés, nous sommes dans la marge et j'irais peut-être même jusqu'à dire que nous sommes la marge. Et je pense que ton travail, Michael, en fait, d'une certaine façon, ça souligne, ça vient aussi souligner justement cette autodétermination qu'on retrouve beaucoup dans la marge des femmes du College Women's Club et donc, dans le fond, de créer leur propre institution dans un contexte d'exclusion pour répondre aux besoins de leur communauté et non pas d'attendre qu'on vienne les aider. Mais pour moi, ça, c'est un choix conscient d'exister dans la marge et de ton côté, de prendre ces récits-là et de les ramener dans le discours présent. Moi, je considère que justement, c'est une espèce de célébration de la marge et de l'autodétermination. Euh, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est les archives, j'aimerais juste en fait te poser quelques questions qu'on te situe un peu plus en tant qu'artiste, mais en fait ta rencontre avec les arts, ta rencontre avec les archives et ultimement la rencontre entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'était ta vie dans la marge avant les arts, mais qu'est-ce que c'était en fait ta vie avant les arts? Ben déjà, merci pour cet extrait et pour les extraits à venir. Euh, Spoiler alert. oui, un petit peu, mais c'est des très beaux extraits. Oui, donc, quelle avait été ma vie avant le milieu des arts ou les archives? Ben, en fait, j'ai étudié dans le milieu de la psychologie et de la sociologie avant de me rendre vraiment dans les arts visuels. Euh, J'avais un intérêt assez fort pour tout ce qui était, ben déjà à la base, avant même de savoir ce que c'était, je pense que j'avais déjà cet intérêt assez fort de parler d'histoires qui n'étaient pas racontées ou de communautés qui n'étaient pas nécessairement mise de l'avant ou mise en lumière. Puis, je pense que c'est un petit peu de là qu'a fini par changer un peu ma direction aussi. Je m'intéressais beaucoup à l'art-thérapie, aux différentes façons d'aider à travers l'art, de trouver des solutions à travers l'art. Puis, le côté aussi sociologie, on s'entend qu'il y avait quand même un intérêt pour ce qui était des communautés et de la façon dont elles étaient perçues. Puis finalement, c'est quand j'ai eu à faire ma section dans le milieu des arts pour vraiment compléter mes études en art-thérapie que j'ai réalisé que je n'avais pas envie de partir, que j'avais vraiment envie de rester et que finalement, toutes les choses que je souhaitais faire à travers l'art-thérapie ou la psychologie, la sociologie, finalement, je parvenais à le faire aussi dans le milieu des arts visuels en ayant une pratique peut-être un peu plus engagée où je traitais des sujets et je pouvais être en conversation avec différentes communautés, avec différentes personnes et différentes archives. Hmm. Et qu'est-ce que ça a été ton premier contact avec les archives ou ton premier souvenir? Ben, ça a été un bon pont finalement entre psychologie et sociologie. Je me suis tout de suite intéressée à Frantz Fanon, qui est quand même considéré avec Édouard Saïd comme un des pères des théories postcoloniales. Puis c'est vraiment ce qui a été mon premier, ben, Peau noire, masque blanc, qui a été mon premier ouvrage de Frantz Fanon, mais qui a été la première archive d'une certaine façon que j'ai travaillé aussi dans le milieu des arts visuels. Je ne savais pas exactement dans quelle direction aller quand j'ai commencé à lire cet ouvrage, mais finalement, euh, de fil en aiguille, bon, je fais des jeux de mots, mais de fil en aiguille, je me suis dirigée vers le textile. Puis c'est pour moi une façon aussi de connecter un médium qui de base aussi est mis en marge avec des sujets qui sont mis en marge, des communautés qui sont mises en marge. Donc j'avais trouvé quand même des liens assez forts, mais au-delà de ça, en ayant eu des conversations avec des collègues, même la terminologie, le lexique qui est utilisé pour le tissage, et pour l'identité culturelle ou les archives, il y avait quand même des liens à faire aussi qui étaient assez intéressants. Hmm. Et je pense que, en fait, nos parcours académiques sont assez similaires, dans le sens que on s'est toutes les deux intéressées justement à ces communautés en marge, encore une fois. Mais donc, les communautés afrodescendantes de Montréal, pour mon côté, c'était plus spécifiquement la communauté haïtienne. Toi, ça a été plus les communautés anglophones de Montréal. En fait, même un peu plus large, je pense que tu travailles un peu
sans le vouloir ou en le voulant sur les communautés haïtiennes aussi. Mhm. Euh, et puis en fait, je pense on a toutes les deux passé justement par la recherche en archives communautaires, par aussi l'utilisation de l'histoire orale, et ce qui n'est pas un hasard non plus, parce que c'est des méthodologies avec lesquelles en fait on se doit de travailler quand on s'intéresse à ces récits-là. Parce que Dieu merci, il y a des Dorothy Williams qui ont fait un travail de défrichage avant nous, Mhm. mais sinon, comme je vous disais plus tôt, en fait, il n'y a pas de livre, de section de bibliothèque qui soit consacrée à la chose. Donc, il faut être assez autodidacte en termes de recherche de nos pairs. Donc, j'aimerais te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a amené aux archives, à t'intéresser spécifiquement aux archives des communautés afrodescendantes de Montréal? Euh, ben, sincèrement, je trouve que ben, dans le milieu, quand on est artiste, on se voit aussi offrir une certaine plateforme. On se voit offrir du temps, des gens qui écoutent, qui regardent, qui s'y intéressent. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser cette plateforme à bon escient? Puis pour moi, cette façon, c'était ben déjà mon intérêt pour ce qui était en marge, ben pour éviter que, ben, ou du moins pour parler de ces choses en marge, utiliser cette plateforme. Puis je me rappelle plus de la question. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser spécifiquement aux archives des communautés nord de Montréal? Oui, oui. Ben en fait, je réalise que j'ai jamais vraiment de parcours tracé avec Mm. les sujets pour lesquels j'ai un intérêt. C'est sûr que de base, comme je le disais plus tôt, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui allait être mis de côté, mis en marge. Puis en ayant migré ici, c'est sûr que je me suis aussi intéressée aux communautés noires ici, qu'est-ce qui se passait. Puis comme tu le mentionnais, c'est pas nécessairement des choses que j'ai étudiées durant mon cursus. Mais de prime abord, je me suis intéressée à Fanon qui lui, de son côté, dans Peau noire, masque blanc, critiquait une femme noire martiniquaise. Donc, je me suis intéressée à cette femme noire martiniquaise. Et de fil en aiguille, encore une fois, ça a ouvert une porte vers la sous-représentation ou le manque de représentation des femmes noires qui vivent dans une intersection, celle d'être femme et celle d'être noire. Donc là, je me suis intéressée un petit peu plus à cette question. Puis, encore une fois, j'ai fouillé et me suis intéressée à James Baldwin et à Maya Angelou. Maya Angelou qui suivait déjà l'idée d'intersection entre fait d'être femme et d'être noir, mais je me suis posé des questions par rapport au leader, par exemple. Pourquoi on décide de suivre une personne plus qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que James Baldwin ou Maya Angelou, mis à part leurs mots et leur vécu, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on ait envie de les suivre? Puis je me suis posé des questions sur le gestuel, sur les silences, sur la façon de s'exprimer, sur le ton de voix, le timbre de la personne. Donc, ça m'a aussi amené vers une autre direction. Puis pour ce qui est des communautés noires, c'est vraiment à Montréal, c'est vraiment Nancy Oliver Mackenzie qui a été ma mentor, amie, collègue, qui m'a un petit peu poussée aussi dans cette direction. C'est sûr que j'avais des projets en cours avec des organisations qui m'ont vraiment aidé aussi à m'intéresser à la question. Mais c'est cette personne qui travaille encore constamment qui m'a vraiment inspirée pour les communautés noires montréalaises. Puis c'est sûr que je pense que comme beaucoup d'autres personnes, il y a eu un intérêt pour l'histoire des communautés noires à Montréal parce qu'elle n'est pas toujours racontée, ou si elle est racontée en surface. Donc, cet intérêt était très présent, très fort. Puis je pense que Nancy a aussi compris que j'avais un intérêt très fort pour la mise en lumière d'histoires de femmes noires. Donc, quand j'ai eu le fameux tour avec Nancy de la Union United Church, qui est une église vraiment emblématique des communautés noires à Montréal, elle m'a beaucoup parlé du Colored Women's Club et c'est ce qui a aussi mené vers mes études, vers une maîtrise où je me suis beaucoup plus penchée sur le vécu de ces femmes et ensuite sur cette exposition au McCord. Hmm. Et en fait, tu peux répondre avec soit justement ces archives avec lesquelles tu as travaillé ou pour les archives au sens large, mais comment est-ce que tu définirais ta relation avec les archives? Ben, peut-être que les gens ne le savent pas nécessairement, mais le titre à toutes ces femmes que l'on ne nommait pas, je l'ai vraiment réfléchi comme une idée de correspondance, comme une lettre. Hmm. Euh, Comme on dit, par exemple, à Casey, par exemple, de Michael. Donc là, c'était à toutes ces femmes que l'on ne nommait pas de Michael. Puis
pas nécessairement quelque chose que j'ai dit à voix haute, mais je me considère vraiment comme en correspondance avec les archives. J'en apprends constamment sur les archives. Elles me surprennent tout le temps. Je pense qu'on n'a jamais la certitude d'avoir la vérité sur une chose parce qu'on apprend finalement quelque chose d'autre, un contexte qui nous permet de comprendre le vécu de telle ou telle personne. Puis c'est un peu cette relation que je trouve que j'ai avec les archives. J'en apprends beaucoup d'elles, mais c'est comme si, je sais pas, même le fait d'avoir eu d'une porte à une autre, de Fanon à Capétia, à toutes les choses qui m'ont mené à mes recherches actuelles, j'ai l'impression que c'était comme si les archives me parlaient à moi aussi. Donc, ouais, Mm. c'est quelque chose qui est très présent dans ma façon de penser. Je pense qu'il y a une correspondance qui est constante avec les archives, puis je ne les considère pas comme quelque chose d'inactif, de non-vivant. Je considère les archives comme quelque chose de très actif qui, lorsqu'on décide de travailler avec elles, elles s'activent encore plus, mais elles sont toujours présentes et prêtes à être creusées et à être décelées. Mm. C'est une considération des archives. Euh, donc en fait, tout au long, on va retourner un petit peu à ta maîtrise parce que c'est ce qui a un peu été la base de l'exposition que tu présentes. Donc tout au long, en fait, j'imagine que tu as continué cette correspondance. Et encore une fois, on se rejoint parce que oui, on a fait toutes les deux notre maîtrise à Concordia. Ma formation, moi, est en histoire de l'art. Donc, sur la présence, la documentation de la présence des artistes haïtiens à Montréal dans les années 70 et 80. De mon côté, encore une fois, c'était un peu en mode autopilote parce que jusqu'à présent, ça n'existe pas un spécialiste de l'art noir, parce que ça veut dire, là, Black Art à Montréal, ou encore moins de l'art haïtien. Mais pour toi, ça a été très différent parce que tu as eu la chance, en fait, d'avoir comme superviseur l'artiste Diana Bowen, qui non seulement était une femme noire, mais qui était une femme noire artiste qui travaille à partir des archives des communautés afro-canadiennes. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez spécifique, d'assez rare même. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, le travail de Diana Bowen, en fait, c'était la première fois que je prenais conscience que les archives pouvaient être de l'art. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir en fait comment est-ce que ça a influencé ton travail d'avoir un superviseur ou une mentor qui comprenait parfaitement ta pratique. Euh, Ça a beaucoup aidé. Je pense que d'avoir quelqu'un qui comprend les enjeux auxquels je fais face, ça a été énorme. Puis je pense que comme tout artiste, on a à un certain moment un syndrome de l'imposteur, une remise en question, Mm. une crainte aussi de mal faire les choses. Puis surtout quand on veut mettre en lumière des personnes qui on considère dont on ne parle pas assez, on veut bien faire les choses, on veut bien les honorer, on veut s'assurer aussi que ben, ces gens ont des familles, ces gens ont, même si elles ne sont plus là avec nous en ce moment, ces familles ou si jamais quelqu'un qui a un lien, même si c'est de plusieurs générations, avec une personne ou une autre, on veut s'assurer que cette personne soit fière de la représentation dont on fait de son arrière-grand-père, par exemple. Donc, d'avoir eu comme superviseur Diana Bowen, ça a été énorme parce que je pense que ça a été vraiment l'élément euh, calmant de ma maîtrise. Mais aussi, c'est la première personne qui m'a vraiment dit de ne pas avoir peur de prendre de la place. Et Mm. ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais c'est énorme dans une pratique parce que on ne réalise pas toujours que on ne prend pas tant de place que ça parce qu'on a toujours l'impression de prendre cette place, mais en fait, que quelqu'un d'autre soit autour de soi et de nous dire finalement, mais tu peux prendre encore plus de place pour le sujet que tu décides d'aborder. Cette place est nécessaire, donc prends-la. Puis d'avoir eu cette conversation qui était une courte conversation, mais qui, je pense, elle va me suivre toute ma vie. Ça a vraiment été un moment fort pour moi pendant ma maîtrise. Mm. Et pour en finir avec les souvenirs de maîtrise, juste une petite note, en fait, tu as fait un travail que je n'ai pas fait et c'est de remettre ton mémoire en version bilingue, donc à la fois en français et en anglais. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer en fait pourquoi est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi? Ben depuis que j'ai commencé à travailler sur les archives des communautés montréalaises, je tiens à ce que, ben,
C'est pas vrai. Depuis longtemps, je m'intéresse beaucoup à ce que tout soit bilingue, mais spécifiquement pour le travail des archives des communautés noires montréalaises, c'est extrêmement important pour moi que tout soit dans les deux langues, parce que bien que là aujourd'hui, on parle beaucoup des communautés haïtiennes, par exemple, mais il y a eu des communautés très, des communautés qui étaient là avant. De ce que j'essaie de m'expliquer, c'est qu'en fait, dans les débuts des années 1900, il y a beaucoup d'organisations qui se sont créées par des personnes des communautés noires, mais c'était des organisations qui étaient majoritairement anglophones. Donc, les communautés parlaient anglais et sans non plus dire qu'il n'y avait pas de francophones, mais c'était une majorité en termes de création d'organisations qui se faisait. Donc, là, en ce moment, même aujourd'hui, avec la Union United Church qui a été créée, fondée dans les années, dans l'année 1907, et le Colored Women's Club en 1902, c'était des personnes anglophones. Donc, pour moi, je veux m'assurer qu'il y a cette division qui se fait entre communautés francophones et anglophones qui font partie des communautés noires ne soit plus aussi grande, que cette distance puisse être de plus en plus petite, ou du moins créer un pont entre ces communautés et m'assurer qu'en fait, l'information qu'on a l'impression qui est lacunaire du milieu francophone, qui est dans le milieu anglophone, euh, puisse être passée. Donc, je pense qu'il y a quand même certaines questions qui peuvent se poser du milieu francophone où je me dis, ben, en fait, il y a beaucoup de réponses qui sont du côté anglophone et je trouve que c'est un peu dommage que le pont ne soit pas fait. Donc, je me dis, pour qu'on arrête de se dire que c'est dommage, de commencer à le faire, que ça devienne une habitude et que le travail qui est créé puisse déjà être traduit et être réutilisé dans les deux langues. Hmm. Merci en fait pour de faire cet effort-là parce que c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si c'est spécifique à Montréal, mais littéralement, voilà, on évolue un peu en silo. Donc là, si tu veux, je peux connaître très bien la communauté haïtienne, mais il y a toute la communauté, les communautés noires anglophones en fait, que là, j'apprends à découvrir, mais que c'est pas un acquis en fait. Je ne vais pas dire on ne se mélange pas, mais presque. Mm. Et c'est la même chose aussi. Je veux pas. J'ai l'impression, là, c'est mon expérience dans les milieux académiques, sans nommer de nom d'université, mais les universités francophones, j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce un peu un retard par rapport à ça. Dans le sens que je suis allée à Concordia parce que l'offre de cours et la pensée critique, euh, sur tout ce qui était justement par rapport aux race studies et parenté, euh, et il n'y avait pas, vous voyez, en fait, il n'y avait pas de production euh, à jour, si on veut, par rapport à ça, par rapport à nous aussi spécifiquement. Et ça aussi, ça fait, bon, moi, j'écris quand même en français, mais ça fait que je pense qu'il y a souvent des francophones, en fait, qui vont aller peut-être à Concordia et peut-être écrire en anglais, mais maintenant, en fait, la chose, c'est d'écrire dans les deux langues. Ouais. Mais je sais pas, je pense qu'il y a des questions à se poser là-dessus aussi, pourquoi ces questions-là sont plus développées dans le milieu anglophone que francophone. Mhm. Euh, donc, on a beaucoup parlé des archives, on a beaucoup parlé des archivistes. Et je Mhm. pense qu'il y a une partie du métier en fait, d'archiviste qu'on oublie souvent, qui est que l'objectif ultime de l'archiviste, c'est de rendre accessible, en fait, de préparer les archives à une diffusion et que ces archives-là, en fait, elles vont pouvoir jouer pleinement leur rôle quand elles seront adéquatement diffusées. Et pour moi, ta pratique, en fait, c'est le meilleur moyen de diffusion parce que ça sort les archives de leur cadre historique, de leur cadre académique et ça les met sur la place publique, on va dire. Et peut-être combien de personnes auraient entendu parler du College Women's Club si elles n'étaient pas allées dans ton expo? Et en fait, même moi incluse, en fait, je pense que depuis que je te connais, j'ai jamais autant entendu parler du College Women's Club, que sans en avoir entendu parler avant. Et je trouve que c'est une belle et bonne façon de donner accès à ces archives-là et qu'on ne devrait pas, en fait, ça ne devrait pas demander d'aller faire des grandes études ou d'aller fouiller dans des thèses ou dans des livres pour avoir accès à cette information-là. Et le travail que tu fais, en fait, de le mettre dans des installations artistiques, ça le rend accessible et ça le rend beaucoup plus digeste. Et Mhm. en fait, tout ça pour te demander, est-ce que tu te considères en tant qu'archiviste, Michael? Mhm. Euh, Non, je sais pas. J'aurais tendance à dire non. Je me considère artiste s'intéressant aux archives, mais j'imagine que dans le processus de mettre en exposition, de
montrer l'information, d'aussi être très transparente sur comment on dit, les obstacles, parce que quand on cherche dans les archives, il y a des fois aussi des obstacles où on essaie Mm. de trouver une chose qu'on ne trouve pas, ou que finalement, on se ramasse à être dans comme on dit, un cul-de-sac, où on se dit, bon, est-ce que c'est la chose que je voulais? Est-ce que finalement, c'est dans telle direction? Ou bref, je pense que c'est une chose que je trouve très importante de démontrer aussi, parce que les choses ne sont pas faciles, c'est pas toujours évident de travailler avec des archives, mais en fait, je sais pas quoi répondre. Je sais pas si c'est un archiviste ou non. Je trouve que le titre est tellement... C'est un beau titre que j'aimerais porter, mais pour le moment, je porte celui d'être artiste s'intéressant aux archives. Ouais. D'accord, j'accepte ta réponse, même si personnellement je te considère comme archiviste communautaire, mais bon, j'accepte quand même ta réponse. Mm. Et justement, ben, je vais faire le pont parce que oui, on parle d'archives au général, mais on parle plus spécifiquement des archives communautaires. Et ben, avant de continuer, j'aimerais partager un deuxième extrait, encore avec une traduction de mon cru, parce que je pense que justement, ça explique pleinement qu'est-ce que ça demande de constituer des archives communautaires. Et ces archives et ces centres, c'est en fait ces endroits qui sont cruciaux parce que ce sont des archives qui ont été montées à un moment où est-ce que diversité et inclusivité euh, ne faisaient pas partie du vocabulaire des institutions locales. Mm. Donc, c'est des archives qui sont incomplètes. Mais il faut accepter le fait qu'elles sont incomplètes. Mais bien souvent, en fait, c'est tout ce qui reste. C'est les seuls témoins d'un passé qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. Donc, je vous partage le deuxième extrait. Je crois que c'est, oui, en fait, le petit, je pense que ça se fait naturellement dans le chat en français et en anglais pour ceux qui veulent faire la lecture. Donc, c'est un texte de Stuart Hall, Constituting an Archive. Donc, aucune archive ne naît de rien. Chaque archive a une préhistoire au sens de conditions préalables à son existence. Nous devons rendre un hommage particulier à toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont contribué, souvent de manière très informelle, personnelle et sous-financée, à rassembler en un seul lieu des diapositives des œuvres, des catalogues, des avis d'exposition, des critiques et d'autres textes relatifs à la production artistique des diasporas noires et asiatiques, sans qui ce moment de récupération archivistique n'existerait pas. Donc, dans son texte, Stewart fait référence à des centres d'archives communautaires et basés à Londres. Mais pour moi, cet extrait-là, me fait énormément penser au CIDICA. Donc, le Mm. CIDICA, qui est le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, qui est basé à Montréal et qui, depuis 40 ans, en fait, rassemble dans ses murs mais toutes ces archives de la communauté et qui sont rassemblés et tenus par la communauté et qui sont dédiés voilà, à la récupération archivistique. Euh, Mon contact en fait avec le syndicat, ça a été, je ne vais pas dire le syndicat a changé ma vie, mais presque. Et ça m'a même mené en fait à aller faire des études en archivistique parce que ça, c'est aussi un grand besoin que je constate, c'est que justement, il y a un besoin d'archivistes de formation ou d'archivistes communautaires, mais les deux, mais vraiment d'essayer de cultiver cette conscience-là que, ben voilà, en fait, il faut conserver nos archives et des archives. Juste pour donner une petite indication, là, au moment où un document est créé, ça devient une archive. Donc, Mm. ça peut être justement tous les documents qui ont été créés pour ton exposition, mais voilà, c'est déjà des archives. Donc, c'est juste de prendre le temps et le réflexe de les rassembler, de les conserver pour justement dans un autre 40 ans, qu'on ait des traces qui soient gardées. Et je sais que pour toi, ton syndicat, justement, ça a été le Union United Church avec Nancy. Et tu as travaillé un peu quand même à faire de l'archivage numérique sur leur site web, même si tu n'es peut-être pas d'accord. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous parler en fait de cet espace-là et de ce que ça représente pour toi et un peu de ton implication aussi? Oui, ben en fait, comme je l'expliquais plus tôt, c'est Nancy qui m'a vraiment qui a été mon contact avec la Union United Church et qui m'a euh, appris énormément sur les archives des communautés noires montréalaises. Puis, bon, notre première rencontre finalement est devenue le début d'une relation qui a duré plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Et on s'intéressait en fait bon, d'un côté, elle m'aidait à comprendre un peu plus les archives et de mon côté, je commençais à aider sur un site web
donner un espace qui sert à la fois d'espace contenant les archives de la Union United Church, mais également pour parler de toutes les personnes qui ont contribué non seulement à la Union, mais également à différentes organisations et qui ont poussé aussi à créer à ouvrir un chemin pour les personnes des communautés noires actuellement. Euh, et ce site, c'est, oui, de la numérisation, c'est beaucoup de textes et de témoignages. Puis, c'est quelque chose qui m'a aussi fait comprendre qu'au final, avec cette résidence au McCord, mais aussi avec la création de ce site, que, un peu comme tu le mentionnais avant aussi, il y a ce besoin de partir finalement, de sortir de seulement l'institution muséale, mais aussi de prendre conscience qu'on a un énorme besoin des communautés pour combler tout ce qui est lacunaire dans le milieu muséal. Puis je m'explique quand je dis ça, c'est qu'en fait, quand j'ai eu la visite avec Nancy, je suis tombée sur une image ça s'appelait Sunday School. En fait, c'est une image de plusieurs enfants. Puis c'était dans le sous-sol de l'église et à côté de l'image, il y avait un tableau avec des numéros. Et en fait, Nancy qui m'explique que c'est elle et quelques membres de l'église qui ont décidé de mettre les numéros sur les enfants et sur un tableau sur le côté pour que les gens qui viennent à l'église, qui côtoient l'église, puissent écrire le nom des enfants et les identifier. Donc là, pour moi, ça a été un geste d'archiviste, d'une certaine façon. Ça a été un geste vraiment fort et frappant parce que je me suis dit, mais c'est en fait par nos communautés qu'on est en mesure de combler les lacunes de l'histoire. Puis Mm. c'est une chose qu'il faut s'assurer de faire même dans le milieu des institutions muséales, si on veut s'assurer d'avoir accès à l'information dont on n'a pas. Puis, donc, en fait, je vais pas être très brève, très longue là-dessus, je vais être assez brève là-dessus, mais on a un événement qui arrive qui, justement, pose un peu cette question où on invite le public à venir avec des archives, avec des anecdotes, avec des choses à raconter réellement pour les partager, puis éventuellement, si on est en mesure d'avoir l'accord de l'ajouter sur le site. Mais au fond de moi, j'ai quand même cet espoir que peut-être que quelqu'un arrivera avec un contexte, même si c'est une anecdote, qui Mm. me permettrait de faire une connexion avec les femmes qui ne sont pas nommées dans les archives de Notman, du McCord en ce moment, avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont des images qui sont magnifiques, mais au final, je n'ai pas leur nom. Donc, il y a une difficulté à retrouver qui ont été ces femmes, quel a été leur vécu. Puis, bon, je m'éternise finalement. Il y a une petite section dans l'exposition qui est importante aussi pour moi, où c'est une ligne du temps où on a plusieurs années qui mettent en contexte les images que j'ai travaillées, qui sont des images de femmes noires sans nom, qui ne sont pas nommées. Puis pour moi, ça a été déjà un premier pas vers la reconnaissance de leur vécu. Mais je pense et j'espère avec cet événement, peut-être qu'au-delà de la Union United Church, au-delà du site, qu'on ait des conversations qui nous permettent peut-être d'avoir même des moments d'histoire qui nous permettraient de comprendre un peu plus le vécu de ces femmes. Mm. Ça, je trouve que c'est quelque chose de beau un peu du fait de travailler avec des archives qui sont incomplètes, c'est que ça nous oblige ça nous oblige en parler, ça nous oblige à échanger, à partager. Et je trouve que aussi, là, je trouve que ça a été le cas pour toi et pour moi, mais je pense que on n'est pas les seuls. Ça donne aussi, ça oblige un peu, pas oblige, mais ça donne la possibilité à des échanges intergénérationnels. Là, Mhm. toi, avec ta relation avec Nancy, moi avec Franz Voltaire et plusieurs autres, en fait, ça, de trouver un document, c'est une chose, mais un document, bon, tu peux trouver, je sais pas moi, un carton d'invitation ou peu importe, ou c'est la photo dont tu parlais, mais c'est vraiment en fait qu'on en discute, que ça active ce document-là et qu'il devient vie et qu'il peut continuer à correspondre avec Michael. Mais voilà, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, pas un mal pour un bien, mais il y a quelque chose de beau dans d'avoir à discuter de documents qui sont incomplets, parce qu'en fait, c'est la seule façon de pouvoir espérer un jour les compléter.
Et dans cette même veine-là, en fait, j'aimerais te demander, est-ce que, en fait, pas est-ce que, oui, ça a été une étape cruciale, mais est-ce qu'il y a une conversation qui est née comme ça, genre à partir d'une archive qui a fini par donner naissance euh, à une œuvre? Euh, ben en fait, oui. Euh, Bon, en travaillant sur les archives du Colored Women's Club avec Nancy, ben, comme je le mentionne depuis le début de cette conversation, c'est une personne très importante pour moi. Donc, je voulais que ce soit compris dans ben, pas nécessairement l'exposition en école, mais mon exposition à la maîtrise. Je me posais beaucoup de questions et je me demandais comment intégrer Nancy dans cette exposition, comment faire comprendre aux gens que je ne suis pas seule là-dedans, que il y a Hmm, des gens avant moi qui ont travaillé là-dessus, que j'apprends continuellement, que je suis en conversation avec les archives, mais aussi avec des êtres humains, avec des gens. Puis, je me demandais comment inclure Nancy dans l'exposition. Puis, ça a été finalement par une discussion. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau au fait de ne pas nécessairement tout voir pour comprendre. Bon, je ne vais pas parler d'opacité, mais on n'est pas obligé d'être extrêmement transparent pour comprendre une chose. hmm, Mais avec Nancy, le fait qu'on était dans des conversations constantes, je me suis dit, ben, est-ce que ce serait pas intéressant que je nous enregistre et que la pièce devienne un moment où on discute et les gens peuvent s'asseoir et nous entendre. Et c'est sûr que juste avec le son, juste avec la voix, on peut comprendre un minimum de ce qui est derrière cette voix. On comprend qu'il y a une personne qui est un peu plus avancée en âge, une personne qui est un peu plus jeune, quelqu'un qui a vraiment un vécu, surtout dans les choses qu'elle me racontait. Il y avait des anecdotes, il y avait aussi ses voyages versus moi qui explique mon début dans le textile. Donc, on voit quand même qu'il y a une différence en termes de génération, non seulement par l'audio, par le fait d'entendre nos voix, mais il y a aussi cet échange de vécu qui est assez clair, où on voit qu'une personne a vraiment eu euh, des histoires dans différents pays, elle a eu un moment de sa vie où elle enseignait également. Donc, tu sais, c'est comme, il y a vraiment une différence entre nous deux où je tenais à ce que les gens l'entendent, le comprennent et voient qu'en fait, ce qui nous reliait, c'était ce désir de parler de ces choses en marge. hmm, Puis, parlant de ça, en fait, dans l'exposition, j'ai parlé de la ligne du temps, mais dans la ligne du temps, j'ai aussi fait un peu ce même processus de reconnaissance des personnes qui ont fait le travail avant moi ou qui m'ont inspiré, dont la docteure Cheryl Thompson qui a fait tout un essai sur l'anonymat ou le manque de représentation des femmes noires dans les archives muséales, dans les institutions. Et il y a aussi plusieurs femmes que j'ai nommées, bien que j'ai eu des ouvrages à droite et à gauche de différentes personnes. Je tenais pour cette exposition, comme le fait de mettre des femmes noires à l'honneur, je voulais que ce soit des femmes noires que je nomme également, pour que si quelqu'un s'intéresse aux questions, aux mêmes questions que les miennes, que ces personnes aient aussi ces femmes en référence et puissent se dire, ben, ces femmes ont fait ce travail-là avant. hmm. Et là, c'est en fait, t'as créé pour ton expo, tu as créé de l'art, mais en même temps, tu as créé de nouvelles archives parce que ces documents-là qui sont ben, ces histoires orales, ces enregistrements audio vont devenir de nouvelles archives pour documenter Trapartic et pour documenter Ouais. l'archivage canadien et ou de Montréal. Euh, et justement, en fait, je trouvais ça super intéressant aussi parce que tu m'expliquais que c'est le manque de documentation qui t'a amené à faire de l'auto-documentation, en fait. Donc, il y a certaines vidéos, il y a une vidéo où Ouais, tu... mais Donc, c'est oui, trois vidéos, mais c'est une seule vidéo en trois. d'accord, voilà. Donc, le triptyque. Et dans l'installation où tu te mets en scène et tu te mets dans la position où auraient été ces femmes. Et que finalement, en fait, et à partir du vide, ben, le vide peut devenir un puissant fond de possibilités. Donc, je sais pas, j'aime l'idée de marquer les silences et de le relire, de le réécrire un peu avec la fiction, là. Donc, si tu pourrais un peu nous parler de ça. Oui, ben pour cette pièce-ci, je tiens à dire, une pièce bien expérimentale. C'était ma première fois avec la caméra Bolex. Les caméras Bolex, ce sont des caméras 16 mm avec bande film. Puis j'ai suivi une formation à Mainfilm en début de cette année-ci
pour apprendre à travailler avec ces caméras. Puis je tenais absolument à ce que ce soit un film en Bolex parce que je tenais aussi à me rapprocher le plus possible de l'époque à laquelle je m'intéressais. Donc, fin 1875 à début 1900. Mm. Donc, je sais que c'est pas nécessairement les technologies qu'on a actuellement qui étaient utilisées. Donc, je tenais quand même à y aller avec quelque chose d'un peu plus près de cette époque, de cette période. Puis, dans ce film, on me voit rentrer et sortir du cadre. L'idée originale était vraiment de reprendre finalement de reprendre la question, quel avait été le vécu de ces femmes, puis de me mettre en contexte où on ne me verrait pas nécessairement moi, mais on verrait ma silhouette. Comme ces femmes, je les représente dans des tissages en silhouette noire, donc on ne voit pas leur visage, on ne voit pas leurs traits. Je tenais à essayer de reprendre ce processus et d'au lieu d'avoir une image fixe, mais d'avoir une image en mouvement. Et que cette image représente bon, de façon générale, ce qui aurait pu être leur vécu à elles. Ça reste quand même une vidéo expérimentale que je souhaite vraiment poursuivre. Mm. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau à essayer de comprendre par le fait de... pas né- oui, c'est de la fiction, mais on n'invente pas nécessairement non plus parce que, ayant eu le contexte social dans lequel elles ont vécu, il y a quand même certaines choses qui me laissent comprendre, par exemple avec Guylaine ou Heather, qui ont été vraiment des personnes qui m'ont beaucoup aidé au musée. J'ai pu lire beaucoup plus de choses sur cette période, mais aussi voir, par exemple, les fers à repasser qu'il y avait dans les collections de métaux et culture matérielle ou les machines à coudre. Donc, je savais quand même qu'il y avait cet aspect du métier d'être nourrice que je pouvais travailler, que je pouvais interpréter. Donc, c'est sûr que c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup pousser et travailler dans le quotidien de ces femmes-là. Mm. Je vais passer rapidement sur ce point parce que je vois le temps qui nous rattrape, mais je trouve ça intéressant en fait d'utiliser la fiction pour relire ces portraits-là, parce que je trouve que d'une certaine façon, c'est un peu déjà une fiction d'eux-mêmes. Parce que je me dis, les vêtements qu'ils portent, les poses qu'ils prennent, les bonnes poses, est-ce que c'est vraiment les poses qu'ils auraient pris dans un contexte idéal où est-ce que la colonisation n'aurait pas existé, où est-ce qu'ils avaient été chez eux, entre parenthèses? Mhm. Euh, je sais pas, je me demande, est-ce que le fait justement de... Ouais. Peut-être que ça vaudrait la peine de juste le mentionner. En fait, les images que j'ai choisi de travailler pour les personnes qui n'ont pas vu l'exposition encore, ce sont des femmes dans différents contextes. En fait, une femme avec un enfant qui est une nourrice, ouais, une nourrice qui tient un enfant et qui est photographiée. Une femme seule, mais qui on assume être nourrice également. Et un couple. Et malgré tout, le couple, c'est un couple de personnes noires dont on a le nom de l'homme, mais pas le nom de la femme. Donc, Mr. Evans and Lady. Puis, je tiens à le mentionner juste pour dire, pour aller aussi dans ta direction, ou dans les contextes où ce sont des femmes qui sont nourrices et qui sont photographiées, l'information qu'on a, c'est le nom de la famille qui a payé pour la photo, par exemple. Hmm. Donc, on aurait Baby Packard and Nursemaid. Donc, on n'aurait pas le nom de cette femme. Donc, elle n'est pas nommée. Donc là, ça vient poser la question de dans quel contexte elle a été prise en photo. Puis, est-ce que réellement elle aurait pris cette position si elle avait été seule ou si elle avait été prise dans un autre contexte? Hmm. Ce qui m'emmène à une autre traduction, une traduction libre. Donc, on retourne encore à Bell Hooks, c'est le même texte. Donc, Choosing the Margin as a Space of Radical Openness, que je recommande fortement. Euh, donc, il existe un effort pour se souvenir qui exprime le besoin de créer des espaces où l'on peut racheter et revendiquer le passé, les héritages de douleur, de souffrance et de triomphe, de manière à transformer la réalité présente. Des fragments de mémoire qui ne sont pas simplement représentés comme un document plat, mais construits pour offrir une nouvelle perspective sur l'ancien, conçus conçus pour nous amener à une autre forme d'expression. Encore une fois, je ne vais pas m'éterniser, mais je trouve que c'est exactement ben voilà, ce que tu fais avec ta pratique. Euh, il y a quelques mois, tu as passé un podcast qui s'appelle Archives and Things, que je recommande également, produit par Melissa Nelson, qui est une archiviste de Toronto.
et qui est dédié en fait à l'exploration de la pratique archivistique dans le contexte canadien et plus précisément aux expériences des personnes noires avec les archives. Euh, tu parlais de ta résidence au McCoy, je ne vais pas te reposer les mêmes questions, mais il y a une question que je tiens à revisiter, que je trouve qu'elle était intéressante, et c'est à savoir en fait quel est ton processus de sélection. Comment est-ce que tu décides sur quelle archive tu vas interroger le récit archivistique? Mhm. Ben, un peu comme je l'ai mentionné avant, en fait, quand je choisis, quand j'ai un sujet, finalement, je ne sais jamais dans quelle autre direction j'irai. Quand j'ai commencé avec Fanon, je ne m'attendais pas nécessairement à m'intéresser à Mayotte Capécia, qui est une femme qui l'a critiquée de façon assez forte et négative dans son ouvrage. J'ai eu un intérêt pour cette femme parce que je me suis dit, bon, on est dans un contexte où c'est une personne. Là, je parle de Frantz Fanon, une personne qui a marqué l'histoire, qui a marqué l'histoire des communautés noires, mais qui a marqué l'histoire des théories postcoloniales, qui a marqué l'histoire en général. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir, mais qui reste aussi un homme, mais dans un contexte où c'est un homme noir. Donc, bref, il y avait beaucoup de couches d'analyse qui m'ont fait me demander, bon, OK, est-ce que ça vaudrait la peine de pousser un peu plus et de chercher à comprendre quelle a été la vie de cette femme pour que Fanon se mette à la critiquer autant. Donc, Hmm. là, ça a été ma deuxième direction. Puis, comme je l'expliquais avant aussi, dès que je me suis intéressée à Mayotte Capécia, je me suis intéressée à l'intersection d'être femme et d'être noire, donc de vivre de ces deux sous-représentations. Donc, de fil en aiguille, je me dirigeais vraiment d'un sujet à un autre. Puis bon, là, c'est pas vrai. Je dis que je sais jamais exactement dans quelle direction je vais. Je pense que je sais dans quelle direction je vais, mais je suis toujours surprise par les choses que je trouve parce que chaque découverte mène à une autre. Puis, bien que je puisse avoir une direction, cette direction peut être soit bien plus nourrie par ce que j'ai découvert avant, ou elle me mène vers quelque chose de plus grand que ce que j'espérais trouver. Ouais. Hmm. Donc comment dirais-je, je m'impose sur mes pensées encore une fois avec un œil sur le temps. Euh, je vais terminer avec un dernier extrait qui, encore une fois, comment dirais-je, passe et souligne. On te lance pas des fleurs, en fait. Tu as planté ces fleurs toi-même et tu les as fait grandir. Mais voilà, qui souligne un peu ta pratique. Je prends le temps de le souligner. J'admire beaucoup ton travail, Michael. Je trouve que c'est au-delà du travail artistique. Comme je disais, c'est un travail d'archivage aussi. Et c'est un travail pas qu'il n'est pas reconnu, pas qu'il a à être reconnu, mais il y a une réalité justement de travailler avec les récits des histoires des communautés noires de Montréal, c'est qu'il faut nécessairement passer par une étape d'archivage avant même de pouvoir traiter ces archives, parce qu'on est dans des contextes, comme je disais plus tôt, justement, de centres d'archives communautaires avec des ressources humaines, matérielles et financières limitées. Donc, en fait, il faut pallier avec, il faut faire avec. Et voilà, je pense que tu le fais magnifiquement. Et tu nous diffuses et tu nous donnes accès à une partie de notre passé. Et j'ai terminé avec un extrait qui, cette fois-ci, n'est pas traduit, qui est dans sa version originale de Mabula Soumaoro dans Le Triangle et l'Hexagone, Réflexion sur une identité noire. Donc, nous nous retrouvons face à un impératif inévitable, celui d'avoir recours à des sources et des méthodes de travail alternatifs. L'idée et le vécu se situent au analyse, puisque les objets de nos études se situent à la marge des champs de l'étude conventionnelle et légitime. Au vu de cela, il nous revient de remettre en cause, redéfinir et parfois voir inventer des catégories d'analyse. Donc, dans ce contexte-là, elle parlait plutôt dans le contexte académique, mais je pense que ça s'applique parfaitement aussi au milieu créatif et à justement avoir à créer des manières alternatives de faire les choses parce qu'il y a tout un savoir, je sais pas si c'est, oui, en fait, un peu de black methodology, une espèce de savoir non, qui n'est pas encore, ça, c'est qui n'est pas encore reconnu, mais il y a une façon de faire les choses, parce que là, justement, ce travail-là d'une partie d'archiver et de créer à partir des archives et de travailler avec la communauté, c'est pas quelque chose, il n'y a pas de guide ou de livre qui est écrit là-dessus, c'est quelque chose, je pense que de façon inhérente, tu as simplement fait, et c'est un travail qu'on fait simplement,
Donc, voilà, et qui n'est pas, voilà, c'est pas une méthodologie académique comme telle. Euh, donc, pour terminer rapidement, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais voulu que je te pose? Non, mais pour rebondir sur tes beaux mots, je suis vraiment reconnaissante aussi de t'avoir aujourd'hui avec moi, mais aussi comme collègue et de t'avoir rencontré dans un contexte de recherche, littéralement, d'archives. Je pense que c'est toujours agréable de se reconnaître et de reconnaître les autres qui nous inspirent. Hmm. Alors, sur ces beaux mots de remerciement, ben, merci, Michael, et merci de considérer l'archive. Merci à vous deux. Il nous reste une dizaine de minutes environ pour la période de questions. Donc, j'inviterai les personnes à écrire dans la section Q&A. On a une première question qui est de Salva MB McDonald. La question est en anglais, donc je vais vous la lire en anglais. Thank you both for this presentation. I love that your approach to the role of archivist is one of artist. By the nature of their uniqueness, archives benefit greatly from this artistic, holistic engagement. From your experience with the various archives of the Black Montreal community, have you identified any undresses aspect regarding sources, arrangement, means of accessing material? What do you envision for the future of these holding? OK. Unaddressed? Attends, il y a juste un mot que je pense que j'ai pas compris. Tu peux il y a je lis aussi, parce que on peut je vais juste prendre le Ah, temps de OK, lire la pardon. question, de la traduire Je vais vous mentalement. le copier dans le... Mon Dieu, je sais même pas en fait si on est rendu là. Je m'excuse, je vais m'exprimer ben, je m'excuse, je ne m'excuse pas, mais je vais m'exprimer en français. C'est que, ben, par exemple, bon, Michael, tu peux parler de ton expérience au Union United Church, mais pour au syndicat, justement, quand je faisais mes recherches dans le cadre de ma maîtrise, mais c'était des mois et des mois à passer à fouiller dans des boîtes et qui n'étaient pas organisées, qui n'étaient pas identifiées. Et c'est un peu une chasse au trésor. Donc là, on n'est même pas dans la partie c'est pas si accessible, c'est très accessible parce que vous pouvez rentrer, y aller. Vous allez sûrement aussi trouver à manger parce que c'est très convivial. Mais il n'y a pas, on n'est pas encore dans cette, je ne sais pas si c'est une quête de répondre aux normes archivistiques, mais il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un besoin justement de, comme je disais un peu, il y a un besoin d'archivistes, pardon. Et c'est un peu le pourquoi de mes études en ce moment en archivistique. Mais je sais aussi que tout ce que j'apprends en ce moment, je vais devoir l'adapter aux réalités du syndicat qui ne sont pas les réalités de la BNQ et autres. Donc voilà, je pense, et j'espère que j'ai répondu à la question. Michael, je te laisse prendre la suite. Ben, j'aurais pas nécessairement grand-chose à ajouter de plus. C'est sûr que euh, dans un contexte, ben, peut-être que je pourrais répondre en anglais. In a context where, for example, I've mostly used and worked with archives from the Union United Church. I know there was a lot of work that has been done through Concordia, who holds a bit of the archives from the church, but there's still a lot of archives that are within the church. And I think every now and then, the people from the church, they work tirelessly to make sure that there's at least information on the walls. There's things that people can have access to. But one, I don't know if people are aware that they can have access to that. But second, I think it would be even more valuable to have multiple tours. I know that they do organize tours within the team and during specific events. But I think having more support would even be better for the church, but also having the opportunity to have some of the archives or people working within Francophone universities or places, institutions that have the same information as Concordia, for example. Merci pour vos réponses à toutes les deux. Peut-être une question aussi à toutes les deux. Selon vous, quels gestes les musées et les institutions peuvent poser pour poursuivre leurs efforts de décolonisation?
En fait, moi, j'ai une réponse rapide. Je pense pas que ce soit possible. La décolonisation, c'est un genre de chose qu'on aime bien le mettre un peu partout, là, mais c'est pas quelque chose de calme. La décolonisation, ça implique quelque chose d'assez violent, là. Et je vais juste en fait faire une recommandation de livre. Il y a un livre de Françoise Vergès qui s'appelle Le désordre absolu. Et justement, c'est sur l'impossibilité de décoloniser les musées. Donc voilà, je vous laisse à cette lecture. Ouais. Je pense que, un peu comme Kessie l'a dit, c'est quelque chose qui est sur beaucoup de couches et qui, je ne sais pas à quel point c'est vraiment possible, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup de choses qu'on peut faire pour déjà commencer à adresser les questions. Déjà d'avoir des possibilités de résidence, des possibilités de conversation, mais que ces moments soient aussi pris en considération pour que chaque travail, chaque recherche, chaque conversation euh, entamée soit ben, archivée d'une façon ou d'une autre. Pour qu'au final, que le travail que je fais ou que d'autres personnes avant moi ont fait ne soit pas en vain, que ce soit un travail qu'on puisse retrouver facilement et que ce soit un travail qui, finalement, au lieu d'être Parce que c'est un problème que je trouve qui est vraiment très récurrent, au lieu d'être une répétition des mêmes discours, que ce soit l'avancée d'un discours pour aller dans une autre direction. Et quand je dis répétition, c'est que, encore une fois, par rapport au fait qu'il faut vraiment archiver les choses lorsqu'on invite des gens ou lorsqu'on a des expositions ou lorsqu'on a des archivistes ou on a différentes personnes qui ont leurs expertises, d'avoir accès à ces informations au travail qui a été fait permet de ne pas répéter ce travail et de reconnaître le travail qui a été fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont conscientes, autant dans les institutions que dans les personnes qui sont plus dans le milieu communautaire, mais je pense que ce doit être fait constamment pour que réellement il y ait un impact par rapport à ça. Merci à toutes les deux. Puis je seconde sur la lecture de Françoise Vergès. Une question de Joanne Doncé. Si une artiste de 15-20 ans envisage de poursuivre une pratique artistique similaire à la tienne, Michael, comment penses-tu que les archives et les traces laissées aujourd'hui pourraient influencer ou orienter les œuvres qu'elle produira, notamment en ce qui concerne la représentation et la reconnaissance des communautés noires actuelles dans le paysage artistique et culturel montréalais? Que penses-tu qu'on aura la chance de voir dans ces œuvres? Oh, je sais pas, j'espère beaucoup de réponses, en fait, parce que, comme je l'ai dit un peu avant pour la question précédente, euh, on a tendance à répéter beaucoup les choses où c'est les mêmes discours qui sont repris. J'espère que pour la génération à venir qui ont un intérêt similaire, que ce soit des réponses, que ce soit pas des réponses à nos questions, mais plus des réponses à ce qu'on avance. Par exemple, les caissiers et les Michael d'aujourd'hui, j'espère qu'il y aura des caissiers et des Michael de 15-20 ans un peu plus jeunes qui vont s'intéresser aux mêmes questions, mais qui, au lieu de se poser ces questions-là, vont avancer en posant d'autres peut-être, et que ce soit qu'on avance au fur et à mesure plutôt que de répéter les mêmes choses. Mm. Merci. Est-ce que Christy, tu avais un Ah non, excusez-moi, je pensais que la point de question était vue? pour Michael. La question était pour Cal, mais peut-être que toi, tu as une idée aussi de de cette Ben, projection. je pense que je vais dans le même sens que Michael. Après ça, bon, je vais peut-être plus un peu de. J'espère que comment dirais-je? Non, ben, les questions Michael, c'est un peu bizarre à dire, mais en tout cas, que ça. Voilà, qu'il y aura plus de jeunes qui vont s'intéresser au métier d'archiviste. Là, je parle prendre plus peut-être dans cette optique-là, parce que moi, c'est quelque chose que, bon, en fait, j'avais jamais envisagé. Et je pense même, il y a, bon, j'allais dire il y a 10 ans, peut-être même il y a 5 ans, j'aurais pas imaginé être en train de faire des études pour devenir archiviste. C'est pas quelque chose qui était proche de moi, qui est un métier qui me semblait, je sais pas si c'est intéressant ou accessible, mais voilà, que ce soit quelque chose qui soit, ah, ben oui, ben, voilà, je vais devenir archiviste. Soit plus accessible, ou plus près de nous. Merci. On m'a demandé de mettre le titre du livre, donc je l'ai mis dans la Ah, conversation pour Emmanuel Bien-Aimé. merci. Peut-être une dernière question de Dave Hela, pardon. Michael, peux-tu nous en dire un peu plus sur ta réflexion concernant notre droit à l'opacité? Hmm. Ben, c'est quelque chose que je travaille tout le temps. Je pense qu'il y a une importance aussi à créer du travail qui puisse rejoindre beaucoup de monde, mais aussi certaines personnes.
Puis c'est quelque chose que j'ai travaillé par rapport à ma famille, par exemple, où je m'intéressais beaucoup au poème de Maya Angelou, puis à la réutilisation de ce poème avec le créole qui est ma langue maternelle, le créole haïtien. Puis en travaillant ce poème, pour moi, c'était une façon et ne pas le traduire, pardon, c'est important de le mentionner, et de ne pas le traduire, c'était une façon pour moi de donner beaucoup aux visiteurs, à la personne qui va être devant ce poème, qui va lire ce poème, qui aura accès à la partie en anglais, en français, mais la partie en créole serait vraiment accessible aux personnes qui le parlent et qui le lisent. Je pense qu'il y a une nécessité quand même de garder une opacité parce qu'il y a des choses qui, des fois, ne sont pas toujours comprises par tous et par toutes. Et qui peuvent être comprises même lorsqu'on ne désire pas nécessairement garder une opacité. Je pense que des fois, il y a des choses, il y a des éléments qui peuvent être compris seulement quand on vit cette situation et qu'on vit dans ces intersections. Donc oui, je pense que c'est assez nécessaire encore. C'est quelque chose que je travaille beaucoup et que je continuerai à travailler. Merci beaucoup. Je vais terminer en vous lisant le commentaire de Sarah Gagnon. Bravo, vous êtes incroyable. Merci pour votre travail. Je vous remercie toutes les deux pour cette conversation. Je vous invite également à vérifier les autres activités qui sont présentées dans le cadre de l'exposition de Michael Sergil. Donc, il va y avoir une projection du documentaire Mami Wata, suivie d'une discussion qui sera animée par Michael Sergil, la projection d'un film avec Massi Madi et l'événement d'accueil avec la Union United Church. Donc, toutes les informations sont sur le site web du musée McCord Stewart et on vous invite évidemment à venir visiter l'exposition si ce n'est pas déjà fait. Merci et bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Merci.